Aujourd'hui, on parle à un super batteur et producteur qui joue en division A dans sa catégorie et il va nous dire tout sur son mindset, sur comment est-ce qu'il en est arrivé là. Je vous donne Jonas Sanders. C'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi, c'est Gérald. Et moi, c'est André. Donc aujourd'hui, on a une autre interview. C'est cette fois-ci avec un batteur de Propane, de Coma, de plein de groupes différents, que ce soit dans le metal, le rock, la fusion, le jazz. Il est super polyvalent. Il a réussi à faire une longue carrière déjà de batteur en live et de studio. Il a tourné dans le monde entier. Et aujourd'hui, il nous fait part de tout son parcours, de son mindset, comment aborder cette carrière musicale qui n'est pas facile du tout. Et il le fait avec bonne humeur et en disant plein de trucs vraiment, vraiment intéressants. Donc, je pense que ça va vous plaire. C'est vraiment, vraiment cool. Si vous n'avez jamais entendu parler de Jonas, il sonne un peu comme ceci. Voilà, c'est un cogneur, je vous avais dit. Avant de rentrer dans le vif de l'interview de Gérald avec Jonas Sanders, je vais vous demander juste une petite chose. Prenez 2 secondes et appuyez sur s'abonner, quelque part là, ou subscribe si votre YouTube est en anglais. Et appuyez sur la petite cloche qui est juste à côté aussi, comme ça vous recevez. C'est pas moi la cloche à côté. Ah non, ok, d'accord. Bling comme ça vous recevez tout de suite des notifications dès qu'on sort une vidéo dans tous les mardis à 18h. Sans plus attendre, je vous donne Jonas Sanders. On est super content de te recevoir dans l'Académie du Gros Son aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'était un grand plaisir. Bon, on se connaît depuis longtemps, donc voilà, on se fait un petit peu des, voilà, on se fait un petit peu des, mais on s'aime bien et voilà, c'est cool. Eh bien, je vais rentrer dans le vif du sujet. Tu sais faire un petit récapitulatif de ton histoire, donc où tu as commencé la batterie. Je m'appelle Jonas Sanders, je suis batteur professionnel et j'ai commencé la batterie à l'âge de 4 ans. Je suis né dans une famille de musiciens, donc j'avais un petit peu tous les instruments à disposition. J'ai choisi la batterie. Avec le support de mes parents, j'ai suivi une formation classique, donc 5 ans d'académie en solfège, 10 ans d'académie en percussion classique, pour après me rediriger vers le jazz une fois rentré au conservatoire. Et au milieu de tout ça, découverte personnelle, du rock, du métal, du prog, rencontrer les potes à l'école, commencer des groupes, etc. Donc, en parallèle de tout mon cursus, j'avais déjà un groupe à mes 14 ans, Dark Sensation, avec lequel on avait quand même participé à pas mal de concours, fait quelques cooles expériences, des tournées à l'étranger, en Angleterre, en Suisse, en France. D'autres groupes sont venus me demander de jouer avec eux, Coma, Resistance, Angel Crew, et éventuellement Propane, un groupe basé à New York qui a commencé sa carrière dans les années 90, au début des années 90, en 92, le premier album est sorti. Ils m'ont contacté pour les rejoindre sur la tournée des 20 ans, quand j'avais 23 ans, donc c'était vraiment une opportunité... Elle est presque inespérée, quoi, sûr, ouais. Surtout pour un petit Belge. J'étais encore au conservatoire à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai dû faire un choix, décider d'aller sur la route et expérimenter the real deal ou rester à l'école. J'ai essayé de joindre les deux au début, mais c'était très compliqué parce que les horaires de tournée tombaient évidemment toujours en session d'examen ou en prépa d'examen. Donc, c'était vraiment très, très compliqué de joindre les deux. Et donc, du coup, j'ai fait le choix de prendre Propane en full-time et d'essayer de développer une carrière autour de ça, quoi. Parce que Propane seul était clairement pas viable. Donc, il a fallu que je créer, une sorte de carnet de clients, quelques élèves, quelques boulots de session ici et là. Et à force de faire des sessions, de rencontrer des ingé-sons, d'autres musiciens, j'ai rencontré une équipe à Bruxelles, le Blackout Studio, avec Jérémy Bézier, qui faisait partie d'un groupe Emptiness Enthroned, avec qui je joue toujours dans Emptiness maintenant, et Yvan Houben, qui est un producteur que j'ai rencontré, ça aussi, il y a une dizaine d'années. Et en fait, le Blackout Studio s'est construit autour de nous trois, quoi. Jérémy en amont, évidemment, il a commencé ça il y a une dizaine d'années. Et puis là, maintenant, moi, j'ai intégré l'équipe il y a 4 ou 5 ans. Et depuis, je produis avec eux, tout seul. Voilà, quoi. Donc c'est une évolution qui s'est fait un peu naturellement. Il y a un moment où tu t'es dit, tiens, je veux devenir professionnel de la batterie, et ça t'a amené plus vers la production, ou il y a un moment où tu as un déclic, ou ça s'est fait tout seul, en fait?
on aurait parlé de ça il y a 10 ans, jamais je me serais vu là où je suis. Tu Ouais. vois, c'est clair que je me serais jamais vu produire ou ne fût même enregistrer, en fait. C'était pas du tout dans les plans. Moi, je voulais être batteur de scène, batteur de session, donc être en studio, être sur scène, tourner un maximum, voir du pays, aller un maximum d'expérience. En tout cas, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était vraiment l'objectif. sûr, Quoi. ouais. C'était voyager un maximum et gagner en expérience par le voyage, par la rencontre, le partage de skills, d'informations et de compétences quand tu rencontres des musiciens en tournée, etc. Et ça a bien fonctionné comme ça pendant une dizaine d'années. Jusqu'à ce que, la vie fait que tu as des ambitions, tu as d'autres envies. Et puis voilà, on veut déménager dans un meilleur appart, on veut une vie un peu plus saine, plus sereine aussi, et financièrement et psychologiquement. Donc on cherche d'autres choses en vieillissant, je pense. Et le studio était une parfaite opportunité en fait pour moi pour juste imaginer une reconversion si jamais le côté scène était mis en péril d'une manière ou d'une autre, quoi. Et c'était judicieux, même sans savoir ce qui allait se passer. Et donc voilà, l'un dans l'autre, ici maintenant avec le Covid, j'ai pas eu le choix. J'ai dû me réinventer et me réorienter plus vers la vie de studio. Donc ouais, c'était très compliqué, mais bon voilà, avec le Covid, j'avais déjà un pied dans cette structure-là et ça m'a juste forcé en fait à mettre vraiment mon énergie à 100% là-dedans, pour que ce côté-là du business soit viable, en fait, pour moi, quoi. Et donc, ton quotidien, maintenant, ça ressemble à quoi? Enfin, bon, maintenant, ça reprend seulement un peu. Donc, ça se répartit comment entre ta vie de batteur, de producteur, d'arrangeur, de tout ce que tu fais dans la musique? Ouais, c'est un peu la soupe pour le moment, parce que c'est encore surtout avec les bookings qui reprennent tout doucement pour les concerts. Donc, là, maintenant, c'est plus un casse-tête logistique au niveau de l'agenda, quoi, pour voir un petit peu comment goupiller l'un et l'autre. Mais il y a quelques semaines, avant qu'il y ait quoi que ce soit comme concert, quelques semaines, quelques mois, quoi, c'était vraiment 100% de la prod, en fait. Et alors, moi, en tant que batteur, enregistrer mes parties batterie pour les envoyer à une autre partie, quoi. Un groupe qui m'engage pour un gig ponctuel, ou vraiment avoir le groupe dans le studio et faire la prod de A à Z. Donc j'ai vraiment de tout. Bon, moi, évidemment, ma zone de confort, c'est la batterie. Et je prends un plaisir de dingue à aussi faire du sound design à ce niveau-là. Et j'apprends tous les jours aussi, même au niveau du tuning. Enfin, c'est sans fin, quoi, tu vois. Enfin, tu le sais bien, on apprend tout le temps. En plus, tous les jours, il y a des nouvelles choses qui sortent. On n'arrête pas le progrès, quoi. Et je vais rebondir justement sur ce que tu dis, puisque toi, donc, tu as vraiment une formation plus classique et traditionnelle en tant que batteur. Et là, tu as switché un peu par la force des choses un peu sur le son et la production. Tiens, quelle est ton expérience? Qu'est-ce que tu trouves qui a été le plus important et qu'est-ce qui t'a aidé le plus vite à avancer le plus vite, c'est quand j'ai fait le clic dans ma tête en disant ok, maintenant il faut que je me mette dessus, et donc du coup je me suis mis à étudier. Tu t'es mis à travailler le truc. Okay. J'avais quelques connaissances de base via du mentorat, via les expériences que j'ai passées en studio. Donc Yvan et Jérémy c'est mes deux éducateurs, quoi. Vraiment, c'est mes deux profs, quoi. Ils m'ont tout appris. Tout ce que je sais, je le sais d'eux. Et à peu de choses près, je veux dire, j'ai aussi eu des inputs ici et là, et pareil, quand j'ai des questions que je me pose maintenant, avec YouTube et compagnie, l'école du gros son entre autres, tu vois, il y a vraiment énormément de gens, plus ou moins compétents évidemment, mais il y a vraiment moyen de trouver quasi toutes les informations sur le net maintenant. Pour toi, c'est devenu un job maintenant, mais quelque part, tu sens pas le manque de pas avoir fait, comme par exemple pour la batterie, d'avoir fait une école ou quoi que ce soit? Non, et puis pour moi c'est clair en fait. Le service que je propose est beaucoup plus axé sur le côté vision de prod et direction artistique en fait que vraiment l'ingénierie du son, quoi. Je me pose pas de questions en fait, et je crois que c'est un peu la clé. Si tu veux être en paix avec toi-même et faire du bon travail, faut être authentique, faut pas avoir de la merde dans les oreilles, on est d'accord. Désolé pour le. Mais enfin voilà, donc je crois qu'il faut être à l'écoute de son client. Je crois qu'il faut constamment écouter ce qui sort, ce qui se fait de nouveau, ce qui se fait de vieux aussi, voir un petit peu les influences de chacun, briefer ton groupe, parler avec eux, que la communication soit claire, qu'au moins tu sais où tu vas. Et en général, ça peut pas mal se passer si la base est couverte, quoi. Si tu sais ce que tu utilises, comment tu l'utilises. Donc il y a plus un état d'esprit et une façon de voir les choses. Voilà, je pense. Vraiment d'avoir, et il y a moyen de faire. Moi, après, j'ai quand même. Je pense pas que je fais trop de bêtises, tu vois. C'est sûr qu'il faut savoir comment brancher un câble. Et j'en ai fait beaucoup dans le passé quand j'en faisais pas mon métier. C'est une façon d'apprendre aussi. Voilà, j'ai fait 10 ans dans les studios à chipoter. Tu vois, donc les erreurs, je les ai déjà faites. Et puis j'ai toujours deux gars derrière qui me
me tape sur les doigts si jamais je fais encore des couilles, tu vois. Donc ouais, non, allez, je sais que je peux toujours compter sur eux pour des insights, tu vois, pour des inputs quelconques. Si j'ai des questions, et alors j'ai plein de gens à l'écoute, hein, toi en partie aussi. Tu es toujours le bienvenu. Bah ouais, c'est ça, on s'appelle souvent, enfin on discute souvent, on parle souvent quand on travaille ensemble. Allez, je suis très curieux, donc je pose toujours plein de questions. Et je crois que c'est ça aussi la clé, c'est que j'ai envie d'apprendre et oui, il faut avoir cette envie, il faut avoir cette passion quelque part aussi, je pense. Parce que ça sort pas de nulle part non plus. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que donc maintenant, on sent que tu as une philosophie derrière, une façon de travailler qui, moi, je me sens tout à fait en adéquation avec ce que tu expliques. Est-ce que ça t'a aidé, toute cette expérience en tant que batteur, pour justement avoir cet état d'esprit, cette approche par rapport au groupe, et aussi quelque part, si tu es arrivé à un moment, comme tu disais, à partant de Bruxelles, et finir à jouer dans un groupe qui est quand même pas un petit groupe, tu vois, dans le style que tu maîtrises le plus, on va dire, qui n'était pas forcément le jazz, forcément ce que tu as appris à l'école. Non, c'est ça, c'est différent. C'est que tu penses qu'il y a une façon, il y a un état d'esprit, une philosophie qui t'a aidé de ta première carrière de batteur, qui t'aide maintenant dans ta carrière de plus de producteur. Et que tu dirais que c'est quoi un peu l'état d'esprit? La diplomatie. Je suis d'accord. Apprendre à être diplomate et pas accepter certaines choses, mais les tolérer au moins, tu vois. Donc c'est vraiment, comme je dis, le client, c'est le client. Donc il y a des cons partout, il y a des gens difficiles parfois. Et bon, c'est rare, mais c'est possible et ça arrive. Et donc du coup, ouais, c'est juste prendre sur soi, être capable. Il faut être très patient. Je crois que c'est un métier qui demande énormément de patience et énormément de focus. Allez, tu vois, c'est quand même du troubleshooting constamment en fait. C'est voir qu'est-ce qui marche pas, parce qu'en général tout fonctionne, mais c'est dès qu'il y a quelque chose qui marche pas qu'il faut pouvoir, tu vois. C'est là où on intervient. C'est là où tu en fait. vois que tu connais ton gear, c'est là où tu vois que ok, t'as d'autres moyens pour passer autour du mon patch déconne, pas grave, j'ai une autre solution. Enfin voilà, c'est plus là que c'est difficile. Et donc je crois que devant le client, faut juste avoir cette poker face de jamais vraiment flipper. Mais bon voilà, ça fait partie de tout. Je mets tout ça dans la diplomatie, tu vois, et dans cet état d'esprit, la communication, quoi. Juste être clair avec la personne qui est en face de toi. Et ça marche dans n'importe quelle discipline, en fait. Mais c'est vraiment la scène qui m'a appris ça, parce que, ouais, c'est sûr, il y a des égos démesurés. Des fois, en festival, tu rencontres des gens, allez, c'est tes idoles, et t'es un peu starstruck, et tu dois un peu gérer des situations space, quoi, parfois, tu vois, ou inconfortables, ou qui te mettent mal à l'aise, enfin, tu vois, donc je pense que sur la route, j'ai appris énormément de choses, surtout à parler avec les gens, aller le voyage, rencontrer des gens qui parlent à peine ta langue, quand même arriver à communiquer, enfin, tout ça, ça t'apprend, enfin, ouais, c'est l'expérience de vie, quoi, tu vois, je crois que c'est juste ça, en fait, et puis, ouais, être quelqu'un de foncièrement bien et à l'écoute, je crois que c'est essentiel aussi dans un métier pareil. Tu dois l'être, il n'y a pas le choix. Donc maintenant, quand tu travailles avec un groupe un peu, c'est quelle est ta philosophie? Donc, comme tu es un son, producteur dans le boulot que tu fais, est-ce que tu travailles en amont de la production? Est-ce que pendant la production, tu as une philosophie particulière? Et forcément, est-ce que ton approche de musicien influence ça? Comment ça se passe un peu une session type avec toi, quoi, on va dire? Un groupe vient vers toi pour un projet, et ils ont besoin de tes talents, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de toi, quoi? Bah écoute, j'essaie toujours d'au moins aller les voir en répète une fois avant, pour un petit peu tâter le terrain et voir un petit peu, allez, juste faire une estimation des levels, enfin des niveaux, quoi, tu vois, technique des musiciens. J'ai parfois des très bons groupes où j'ai rien à dire, où les choses se passent toutes seules, en fait. Parce que pareil, il y a des musiciens qui viennent me voir qui ont déjà des expériences de studio, etc. Donc là tout va bien, tu vois, donc c'est juste logique, ça se passe facilement. Maintenant, pour des jeunes groupes, c'est vrai que, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en fait, c'est vraiment le coaching aussi qu'il y a à faire. Si c'est une première session, comme il y a de l'argent et tout ça impliqué, il y a souvent une dose de stress qui va avec, et du coup, une perte de moyens parfois dans certaines situations. Donc ouais, c'est trouver les bons mots. Et ouais, parfois même retravailler certaines parties avec les musiciens en discutant avec eux, en disant voilà, est-ce que vous pensez pas que ça fonctionnerait peut-être mieux à cet endroit-là? Allez, un bête exemple, je suis batteur, donc ce sera un exemple de batteur, mais c'est typique dans les jeunes batteurs de métal, souvent d'avoir des batteurs qui accompagnent toujours, tu sais, les mains avec les pieds. Et donc, tu as souvent les problèmes de flamme comme ça sur des transitions. Ben, moi, je leur dis alors, peut-être oublie tes pieds, concentre-toi sur les mains pour vraiment avoir un bien steady, bien solide, plutôt que d'avoir un où c'est la soupe complète et où ça, allez, c'est très difficile après derrière pour
rendre le truc clair ou aller même Bien retirer sûr. des kicks, enfin tu vois. Ouais. Alors je préfère épurer et aller à l'essentiel en fait. Ouais. Quoi. C'est vraiment ça qui pour moi fait la différence maintenant. Et même dans mon jeu à moi, hein, c'est quelque chose que j'ai vraiment adapté aussi avec le temps. Autant quand j'avais 20 ans, c'était l'objectif d'en mettre partout et d'aller une stamina au top et vraiment envoyer tout le temps. Là maintenant c'est jouer juste quoi. Tu vois, c'est juste enlever quelques coups ici et là et rendre service à la musique plus que c'est pas une performance quoi, c'est un ensemble, surtout quand tu joues en groupe, c'est rendre service à la musique que tu accompagnes quoi. Et donc ça c'est vraiment le leitmotiv de toutes mes sessions quoi. C'est ça. Quand je vais en répète avec le groupe que je vais enregistrer un mois plus tard, je vais leur donner des guidelines sur ok, le batteur peut-être articule un petit peu plus, essayer de travailler un petit peu plus tes dynamiques entre tes vrais coups, tes ghost notes, etc. Si je vois que ça flotte un petit peu au niveau des breaks, comme je te disais, je vais peut-être demander d'enlever un kick ou deux, je vais peut-être demander d'adapter ou de partager entre les pieds et les mains. Pour les guitaristes, pareil, dans le son, je vais beaucoup travailler avec eux, je vais essayer de déjà rendre le truc un petit peu plus... record friendly quoi. À la base, que C'est déjà ça. dans la pièce, parce ça que sonne. des fois c'est genre wow et tu sens que c'est déjà des sons trop riches et c'est souvent l'erreur qu'on fait quand on est on règle répète. son son tout seul. Tout et sonne petit et donc du coup on a envie d'avoir plein de basses sur la guitare, plein de low-mid, alors que c'est pas ça qui rend service à la prod. On veut une basse qui prend sa place, on veut une guitare qui prend sa place. Donc c'est déjà important de leur faire comprendre comment ça fonctionne quoi, dans les grandes lignes, en gros, qu'ils comprennent en fait ma démarche quoi, d'épurer, de faire de la place pour tout et alors j'essaie de travailler avec très peu d'émulation quoi. Donc c'est vraiment, je vais enregistrer le groupe, je veux le son du groupe. Donc s'ils ont un son, j'essaye de caractériser leur son et qu'ils se trouvent une sorte d'identité quoi. Bon, je les aide s'ils n'y arrivent pas et il y a beaucoup de groupes qui l'ont déjà en arrivant, même des très jeunes parfois qui ont déjà leur son et c'est dingue quoi. Tu vois vraiment dans la patte, dans le jeu alors que c'est des amplis que tu as entendu 500 fois, tu vois, Bien mais sûr. que ce gamin-là arrive, il te le fait sonner différemment et ça tue. Justement, comme t'es pas très émulation en tant que batteur, tout ce qui est un petit peu, par exemple, trig, sample, ce genre de truc, tu t'approches ça comment? Alors, pour moi, c'est toujours du 20-80% s'il y a du trick, tu vois, donc c'est vraiment très très loin, c'est souvent pour des pics d'attaque et rajouter un petit peu de définition. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est souvent sampler la batterie que j'enregistre alors, tu vois. Je vais pas aller prendre dans des banques de sons que tout le monde utilise, je vais essayer de personnaliser le truc en fonction du groupe qui passe chez moi. Ou en fonction des desiderata du groupe, parce que parfois aussi, tu as un groupe qui, pendant la session, va dire « Ah, je veux une snare super fine ». Et puis derrière, ils vont dire « Ouais, la référence, ça va être du behemoth avec une snare super fat. Donc ouais, là, j'aurai pas le choix, il faudra que j'utilise un sample pour un peu ramener le son qu'on a fait trop court vers un truc plus long. Enfin voilà, donc, mais tu essaies de rester plus, en j'essaie gros, toujours d'être le plus tu es toujours dans l'aspect musicalité, la musique au Ouais. centre, et le plus organique et le plus fidèle. C'est vraiment mon ta approche. philosophie, quoi. C'est vraiment ma philosophie. Très intéressant. Et ça se perd un peu et je sais que c'est pas à la mode mais je m'en fous parce que c'est ce qui me botte quoi, tu vois, Ouais, je sais d'entendre pas. un instrument qui Je vit. sais pas, moi j'aurais tendance à dire que l'inverse, mais voilà, on souvent, sort un peu de ce monde. Quand je fais écouter ça à des potes de mon âge et des gens de notre génération, Ouais. c'est souvent ça sonne old school quoi, tu vois. Les gens viennent avec ça sonne trad, ça sonne old school. Je sais pas si je le prends mal, tu vois. Moi je dis c'est tendance, le old school est tendance. Ah, écoute, ouais. Allez, est-ce que new school, ça veut dire tout remplacer, tout mettre sur place, tout grider et avoir vraiment des sons dynamiques 0, enfin 127 tout le Je long, crois qu'on enfin, est tu vois, c'est... Bah bon, ça c'est tout un autre débat, mais voilà. Ça me parle un peu moins. Mais Après, ça c'est pas ton truc, voilà. Ça, Après, c'est comme ça ça que fonctionne tu pour certains styles, Voilà, encore une c'est fois. ça. Si on va dans du deathcore ou dans du... Bien sûr. Enfin, tous ces trucs-là, ou même du gent, tu vois, c'est hyper important d'avoir des trucs Évidemment. hyper clean, hyper bien placés, tout ça. Pour la plupart, d'ailleurs, ils sont programmés, tu vois, ils sont même pas joués, donc... Enfin, voilà, c'est... Zut, on donne des secrets. Nous, il n'y a pas de secret, donc. Non, mais enfin, voilà, ou alors on va faire ça sur une V-Drum, parce que c'est plus simple à éditer derrière, enfin, et ça n'enlève pas du cachet au groupe, hein, c'est pas ça, c'est juste que c'est d'autres méthodes, c'est d'autres approches, c'est d'autres techniques, et c'est d'autres visions, tu vois. Moi, c'est vraiment, j'ai envie de l'instrument, j'ai envie qu'on prenne du temps avec le musicien, qu'il soit content du son de son instrument avant même qu'on mette les micros dessus. Une fois qu'on met les micros, il faut que ça lui plaise, et si j'ai un OK, si c'est validé, bah alors on y va, quoi. Le côté batterie programmée, tu trouves que ça a fort évolué avec le temps, d'accord? Bien C'est sûr. une bonne chose, une mauvaise chose? Toi, ça te tue un peu le métier, ou à l'inverse, justement, ça te donne du boulot parce que les gens ont envie d'avoir quelqu'un qui est capable d'organiquement rendre ça?
T'as un point de vue sur le sujet? Je suis contre rien en fait, parce que je pense que c'est des outils, tu vois, donc tu décides de les utiliser justement ou pas. Et du coup, je suis pas du tout anti-trig ou anti-truc. Si ça rend service à la prod, pourquoi pas. Et comme je disais, il y a des styles, genre du deathcore. Si tu vas pas écouter un Despiced Icon avec un son à la Led Zepp, ça marchera pas, tu vois. Donc, voilà, je veux dire, pour moi, ça explique juste ça, tu vois. Il y a des trucs... c'est plus sain ou des groupes qui fonctionnent comme ça, qui composent tout comme ça et qui engagent un batteur par après. Enfin, tu vois, donc ouais, tout est justifiable, je pense. Ça évolue en gros, et toi, tu trouves toujours trouver sa place dans tout ça. Et maintenant, comme tu dis, ça a tellement évolué qu'il y a vraiment moyen d'aller très très loin, quoi, dans les programmations, à un tel point que, allez, moi, ça me bluffe des fois. Bonne chance. Allez, le mec qui arrive à me dire que parfois c'est programmé, enfin, tu vois, il y a des moments où ça devient dur de le dire, quoi. Mais pareil, il y a même des prods où c'est des VST aux guitares. Donc, enfin, ça arrive même dans les autres instruments. Ouais, Il y a des basses qui sont jouées au VST aussi. Les couches de synth qu'on a dans le gent moderne, putain, laisse tomber, tu vois. Les mecs, ils arrivent sur scène, c'est plus Pro Tools que le groupe, quoi. Donc, mais ça marche, pourquoi pas. Je suis pas contre, tu vois. Si ça rend sérieux ce truc, et les gens, ils viennent voir un spectacle. Quand tu vas voir un opéra, il y a comme l'orchestre dans le pit, quoi, tu vois. Donc, tu les vois pas, c'est aussi une sorte d'artifice, tu vois, pour un peu... C'est un spectacle qu'on vient voir, tu vois. C'est pas un groupe, c'est pas juste le groupe. Si tu vas les voir en live, c'est pour avoir quelque chose de plus. Donc pourquoi pas, si c'est ça qui amène le groupe à ce level extra, moi je suis 100% pour, quoi. Ok. Maintenant, on voit de plus en plus de gens, ben voilà, nous un peu, on s'adresse à des gens qui travaillent chez eux ou en partie chez eux. Je sais qu'on a déjà tous les deux collaboré, par exemple, sur des artistes qui font appel à toi pour la batterie, puis moi, il m'envoie le mix, mais chez lui, il enregistre les guitares. Ouais. Tu vois ça de plus en plus? Tu vois ça d'un bon, d'un mauvais œil? C'est bien, pas bien pour la musique, d'après toi? Moi, je trouve ça génial. Ok. Parce que niveau créativité, c'est génial. Ça permet à tout le monde d'être créatif, en fait, d'être créé. Et ça, je crois que c'est ce qui manque au monde un peu, pour que les gens soient un peu plus terre à terre. Enfin, tu sais, non, mais c'est important t'as raison. de se sentir occupé, de faire quelque chose de ses 10 doigts. Et je crois que ça rend les gens bien, juste, tu vois. Donc, ouais, non, je suis hyper pour. Maintenant, après, c'est sûr que c'est plus de concurrence, tu vois, dans un sens. C'est un autre travail, mais le métier évolue. Et chaque métier, dans l'air du temps, a évolué d'une manière ou d'une autre. Ici, nous, dans le son, quand tu compares avec des ingénieurs qui étaient en blouse blanche, qui devaient passer 3 heures à câbler et à souder des trucs... et que tu compares le métier maintenant, enfin, je veux dire, on l'a beaucoup plus simple, en fait, tu vois. C'est un peu plus relax, quoi, tu vois. Moi, il y a 15 ans, jamais j'aurais été... Allez, 20 ans, jamais j'aurais été capable de faire moi, ça m'arrange, parce que la blouse blanche, ça me va pas très bien au teint, en plus, donc ça, c'est cool. Puis dans ce qu'on fait, la blouse blanche, je sais pas, faut voir. Non, mais voilà. Mais c'est bien à entendre. Si tout d'un coup il y a un groupe qui vient et dit voilà, on n'a pas de limite, tu ferais de la même façon, ou tu dis tiens, là j'aimerais alors peut-être expérimenter d'une autre façon? Est-ce que tu voudrais aller dans des plus gros studios, ou dans l'absolu, qu'est-ce qui te ferait kiffer, dire ah, si j'ai pas de limite, je pense que je le ferais comme ça et comme ça? Si j'ai pas de limite, je reste dans mon studio, mais je prends le temps qu'il faut, quoi. Je crois que c'est juste ça. Je fais partie, allez, comme je te dis, j'ai pas étudié, moi, j'ai pas étudié le son. Donc, tu vas me mettre dans un environnement qui est pas le mien, ça va être tout de suite plus compliqué. Donc, il va me falloir un temps d'adaptation qui est pas, allez, tu vois, je suis pas le mec qui fait 50 lives par trimestre et qui peut vraiment jumper d'une régie à une autre et pouf, ça marche, tu vois. Donc, oui, j'ai mes tips, j'ai mes trucs, j'ai mes templates, j'ai tout ce que tu veux. Enfin, tu vois, on a tous nos trucs, nos raccourcis. Mais ouais, du coup, mon environnement à moi, je le connais très bien. Et du coup, là, je me sens en zone de confort et je me sens en position. C'est là que tu serais le plus efficace, voilà, de toute façon. Maintenant, je suis pas contre. Allez, moi, je suis toujours le premier. On a déjà eu l'expérience aussi ensemble où les mecs veulent venir chez moi et où je me sens pas capable de le faire. Donc, je les envoie chez toi et je participe à la session, mais d'une autre manière, où là, je vais faire la batterie. Enfin, là, en l'occurrence, on me demandait de faire la batterie et l'enregistrement de la batterie. Donc, être au four et au moulin. Je le fais parfois, mais c'est vraiment c'est des grosses journées et bon, je suis lobotomisé après. Donc, donc si je peux aller donner ça à quelqu'un de confiance comme toi, avec qui j'ai l'habitude de travailler, c'est Byzance pour moi, quoi. Je peux m'asseoir, je peux me relaxer, je peux me concentrer sur la musique et le côté artistique plus que le côté technique. C'est là où il y a peut-être aussi un intérêt par rapport à ce qu'on disait avant. De fait, tout le monde peut s'enregistrer chez soi, mais travailler avec des gens externes, ça permet, indépendamment de l'expérience de la personne aussi, donner la casquette de chacun à chacun revient. C'est ça. Voilà. Il y a forcément... Moi, mon objectif, allez,
mon idéal, c'est quand même d'être musicien, quoi, tu vois. Ok. Je me considère comme musicien avant de me considérer comme Bien sûr, producteur. ouais. Et ici, c'est plus par procuration par rapport au Covid et par rapport À la situation. ouais, voilà, à la situation qu'on a vécue. Maintenant, j'adore ça. Tu sais, c'est comme toute nouvelle chose, c'est une aventure, quoi. Donc, pour moi, c'est que du positif. Si demain ça s'arrête, ce sera quand même du positif parce que voilà, j'ai appris tellement en 2 ans que, allez, je sais que déjà je peux me produire, je peux faire mes trucs à moi. Donc déjà, ça, c'est une victoire personnelle de ouf. Moi, je pousse à ça parce que c'est hyper important de comprendre un petit peu l'envers du décor aussi, quoi. Tu De vois, toute façon, oui. Et allez, tu voyais bien, même avant que je sois producteur, quand je venais dans ton studio, je savais quand même de quoi on parlait. Et je pense que ça aide d'avoir un Zikos en face qui s'intéresse un peu au truc. Bien sûr. Quel micro tu utilises? Ah, pourquoi? Ouais, mais là, pour cette snare, j'ai vraiment envie de tel genre de son. Donc, tu vois, je peux déjà te briefer aussi sur la direction artistique que le groupe Ça veut facilite prendre, la quoi. communication. Évidemment, ça, c'est tu certain, vois. ouais. Donc ça, c'est évidemment si tu es avec des gens qui sont un petit peu érudits, qui connaissent un petit peu le matos et tout ça, et qui savent ce qu'ils veulent, ça simplifie toujours le travail, quoi. Il y a aussi un aspect dans ce que tu fais, qui peut intéresser beaucoup de gens qui nous regardent, c'est que toi, en tant que batteur, maintenant, forcément, tu as ton studio. Du coup, tu as des gens qui te demandent parfois juste des sessions à distance, avec ce qui s'est passé, qui t'ont commandé des batteries pour mettre sur... Donc, ça pourrait même intéresser des gens qui nous regardent. Parce que c'est vrai qu'avoir accès à un batteur de cette qualité-là... La première fois que j'ai travaillé avec Jonas, j'ouvre une parenthèse, c'était dans une époque où les gens commençaient à programmer... on a commencé à programmer beaucoup les batteries, les trucs, les easy drummers sont arrivés, tout le monde dit « Oh, ça sonne terrible !» Donc les guitaristes des groupes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à programmer des trucs que les batteurs ne savaient pas jouer. Et la génération de l'époque, les batteurs n'étaient pas trop habitués au clic, à ce genre de programmation, avoir les pieds qui allaient très vite dans tous les sens. Et Jonas est un des premiers de la nouvelle, ce que moi j'appelle la nouvelle génération, qui était capable de les jouer. Donc souvent, il fallait qu'on l'appelle à la rescousse. Il dit, voilà, le guitariste a programmé un truc dans Guitar Pro, ça sonne super, mais le batteur ne sait pas encore le jouer, on va dire, tu vois. Donc, j'en ai eu quelques-uns comme ça. Voilà, et donc, et encore régulièrement, ça arrive que voilà, il y a des groupes qui arrivent, ou des gens qui produisent chez eux. Ils ont fait un super taf, mais ils n'ont pas un batteur sous la main qui est forcément capable. Je ferme la parenthèse. Et donc, du coup, maintenant, toi, tu as développé aussi c'est un genre de service en plus dû à ce qu'ils... Donc, les gens... Et c'est des choses que, quelque part, peut-être certains qui nous regardent pourraient peut-être développer. Donc, ça se passe un petit peu comment? Et tu dirais que c'est quoi un peu l'état d'esprit qui va avec ce genre de service? Donc, c'est-à-dire, en fait, de fournir des prestations pour des enregistrements à distance. En plus, en tant que batteur, c'est encore plus compliqué. Un guitariste a plus facile à faire ça, mais en tant que batteur, c'est génial. Mais bon, moi, l'avantage, c'est que j'ai l'infrastructure. Donc, c'est ce que on en parlait un petit peu hors interview avant. Allez, moi, c'est vraiment ma chance. C'est que j'ai mis les pieds dans cette structure par hasard, par curiosité. Et en fin de compte, maintenant, c'est ce qui me fait vivre. Donc, je suis vraiment très chanceux. Et c'est vraiment un concours de circonstances super positif qui fait que je suis là où j'en suis. Mais du coup, voilà, j'ai cet accès-là, ma batterie est tout le temps montée, micée, et donc les gens m'appellent, c'est Joe, fais-moi 10 morceaux, combien tu demandes, c'est quoi un peu tes tarots, voilà, on discute, et pareil, moi je pose les mêmes questions que je pose quand j'ai un groupe qui me demande de faire des drums pour eux, c'est-à-dire... qu'est-ce que tu vois là? Est-ce que j'ai un petit peu carte blanche sur les transitions ou est-ce que tu veux que je joue exactement la même chose? J'ai tout eu. J'ai eu des gens qui m'ont envoyé des partitions, je vais jouer du note par note. J'ai eu des gens qui m'ont donné carte blanche complète, tu vois, comme on a eu ensemble là, il y a quelques semaines, où c'était vraiment genre... T'avais juste la musique sans batterie et fais comme tu le sens. On te fait confiance, tu vois. Donc ça, quelque part, pour moi, c'est génial parce que je peux pas faire de faute, tu vois, c'est genre juste à mon interprétation, j'écoute un petit peu ce qui se passe, mais bon, voilà, c'est de par les 20 ans de sessions que j'ai fait que maintenant je suis à ce niveau-là et j'en suis capable. Et je m'en sens capable, tu vois. Et pareil, encore une fois, il y a 5-6 ans, je suis pas sûr que j'aurais osé me mettre dans cette position-là. Mais ouais, donc de pouvoir le faire chez moi, c'est un luxe de dingue. La seule différence, c'est que ouais, souvent... je dois être irréprochable, quoi. Tu vois, les fichiers que je dois envoyer aux gens, je peux pas revenir 40 fois. Pareil, tu sais, si j'ai des projets qui s'enchaînent, tu vas changer les micros de place, le son sera pas le même. Donc, c'est compliqué de pas grouper le boulot. Donc, si tu fais 10 tracks pour un projet, il faut que les 10 tracks soient consistantes. Il faut les envoyer au gars. Il faut que le gars dise, OK, les 10 tracks sont validés. Et alors, j'ai besoin de réaction du client parce que souvent, 3 jours après, j'ai une autre session. Ouais. Et donc, du coup, voilà, je suis dans cette position où je dois vraiment enchaîner un petit peu le travail. Mais la plupart du temps,
J'ai jamais eu de mecs qui m'ont renvoyé les parties en disant c'est de la merde ou refais-moi ça. Enfin, donc tu vois, en général, tout roule bien. Donc tu sens qu'il y a un genre de potentiel, mais bon, comme c'est pas ton business principal, je veux dire, si tu faisais que ça, limite, ce serait encore plus facile parce que le truc resterait installé, tu pourrais même revenir dessus. C'est ça. Ça. Et tu sens qu'il y a un potentiel, il y a une demande, un potentiel, quelque chose qui s'est développé là-dedans avec les années, avec le fait que les gens s'enregistrent chez eux et donc du coup, ils ont besoin parfois d'avoir un musicien qui est capable de leur envoyer. Ça va, ça vient en fait. Hein. C'est comme dans tout. Donc il y a des années où je vais avoir 11 mois, 3 semaines par mois bookés, comme il y a des années où ça va être 1 semaine par mois, ou des années où ça va être 1 mois blindé, 2 mois sans rien. Ça dépend aussi peut-être de ta disponibilité en fonction de tout le reste. Mais bon, ici c'est très jeune, hein, comme je te dis. Ici c'est vraiment depuis le début du Covid. C'est une période space, donc c'est dur de juger le business plan et d'imaginer comment vont être les 12 prochains mois. Ouais. Donc ici, tout ce que je vois, c'est que les gens continuent à me booker et la demande continue à arriver. Donc tant mieux, tu vois, je suis que super content et merci à ceux qui me font confiance. Enfin, c'est génial, tu vois. Mais bon, voilà, comme je dis, je suis pas un mec qui m'attache vraiment aux choses non plus. Donc, si demain ça s'arrête, bah voilà, tu vois, j'aurais fait ce que j'ai dû faire et ça m'aurait aidé pendant cette période-là dans ma vie et grand bien me fasse et voilà, tu vois. Et puis ça fait l'expérience en plus, une corde en plus à ton arc. Donc tout est bon à prendre, tu vois. Moi, je suis toujours un mec comme ça. J'ai toujours un peu sauté sur toutes les opportunités, pas par opportunisme, mais juste par curiosité, par envie d'aventure et par envie de, curiosité de l'inconnu, quoi, et d'avoir envie d'essayer d'autres choses. Parce que mon objectif, c'était vraiment d'être le plus polyvalent possible dans tous les sens du terme, autant en tant que batteur qu'en tant qu'humain et surtout dans la musique, dans cet artisanat, ça manque de gens comme ça, je trouve. Je rebondis sur ce que tu dis, justement, ce côté polyvalent, mais c'est vrai que quand on pense à toi, on pense batteur métal, quand même, à la base. Bien sûr, ouais, c'est clairement l'étiquette. Sans sens large. Est-ce que tu trouves parce que du coup, tu es un peu spécialisé, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou un handicap? Tu aimerais pouvoir faire d'autres choses ou justement le fait de te spécialiser a fait que tu as pu pousser encore plus loin? Ou est-ce que ça t'handicape dans le rapport avec d'autres projets que tu pourrais peut-être faire? Je sais que tu fais des choses aussi qui sont un peu moins métal. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est positif ou négatif, entre guillemets? Enfin, ou est-ce que ça te bloque en tout cas? C'est parfois frustrant. Parce que, je peux le prendre parfois comme une caricature, quoi, tu vois, genre le mec, ouais, c'est un batteur de métal, donc ça veut dire qu'il sait rien jouer d'autre et il cogne tout le temps et il est pas fin. Ce qui est pas le cas. Et ce qui est pas le cas, enfin, en tout cas. Enfin, moi je le dis. Moi, j'essaye vraiment un max d'animer mon jeu et de le rendre le plus musical possible, sans trick, sans truc, enfin, tu vois, donc le son. Bon, pareil aussi, hein, c'est après X années de ton instrument, tu travailles différentes choses. Donc pendant des années, j'ai travaillé ma technique, ma vitesse, mon endurance, ma stamina, tu vois, et ma posture, peu importe, mon grip, peu importe. Et là maintenant, c'est vraiment plus l'écoute, le jouer juste. Donc tu vois, chaque période dans la vie a son lot de... Allez, tu vois, tu veux mettre l'accent sur ci ou sur ça. Et du fait de m'enregistrer, c'est vraiment là où j'ai commencé à m'écouter, en fait, quoi, tu vois. Ah ouais, ok, je joue comme ça. Et je comprends pourquoi les gens me voient comme un batteur de métal. C'est vrai que j'ai une frappe lourde et c'est allez, je vais pas dire ma formation, mais mon dada depuis toujours, depuis mes 12 ans, c'est ce que je joue comme musique. Et c'est là-dedans que j'ai été super actif. Donc, super cool que les gens me reconnaissent dans ce style-là. C'est sûr que des fois, ça sonne un peu péjoratif, tu vois. Et j'aimerais bien que les gens m'imaginent comme un autre batteur que juste un batteur de métal. Tu aimerais faire plus de projets dans... Pas forcément plus. Le ratio que j'ai là, pour le moment, c'est très bien, tu vois. De temps en temps, un groupe Fusion qui m'appelle pour faire 2-3 gigs. Comme le lot de tout musicien, quoi. Dans les boulots de session, il y a du cover, il y a des trucs. Donc, je prends plaisir à faire tout, en fait, tant que c'est qualitatif. Et tant qu'il y a des moments, quoi. Tu vois, que dans ce que tu fais, il se passe quelque chose, quoi. Ou des rencontres, simplement, tu vois. Évidemment, ouais. Je reviens à tout ce que tu as dit au tout début, parce qu'on n'a pas abordé vraiment le sujet, mais c'est vrai que tu as commencé donc, tout petit, puis tu as évolué, tu as fini, donc tu continues actuellement, tu joues dans Propane. C'est de la chance, du hasard, du réseau, du être au bon endroit au bon moment, un état d'esprit. Parce que ça va intéresser aussi les gens. Tu réponds à toutes tes questions. Ouais. Pardon. En fait, c'est un questionnaire à choix multiples et tu en tires les bonnes réponses. Les bonnes bulles, ouais. Je vais te donner un bic. Non, mais c'est... Avec Propane, c'était un petit peu travaillé, donc j'ai un peu forcé la chance. Tu sais, comme on dit en anglais, c'est getting lucky, quoi. Tu n'es pas chanceux, tu forces un peu la chance. Et donc, c'est juste te mettre, en fait, dans les bons environnements pour
c'est très business comme approche, hein, mais tu prends un maximum d'opportunités pour multiplier tes chances de succès, en fait. Et moi, à l'époque, c'était vraiment le cas. J'étais aux études, j'avais pas vraiment de réelle responsabilité financière ou autre. Et donc, du coup, j'étais dans cette position où je pouvais prendre tout et n'importe quoi, même si c'était sous-payé, même si c'était un boulot pourri, mais ça me mettait... Donc, moi, l'objectif, là, c'était vraiment construire un network. Être partout, que les gens te voient, connaissent ton nom, voient que tu joues bien, et qu'on parle de toi. Tu vois, ça, c'est l'objectif. Rendre les gens curieux, en fait, quoi. Ouais. Et donc, à force de faire ça, j'ai commencé à intégrer des groupes qui avaient déjà une petite renommée à l'échelle nationale, Résistance, Coma. Et ces deux groupes-là m'ont amené en Europe, quoi, tu vois. Ils m'ont donné les possibilités de tourner un petit peu. Et on est parti, une fois avec Coma et une fois avec Résistance, 2 mois de suite avec Propane en tournée. Okay. Donc, j'ai passé 2 mois déjà avec les gars, avant même d'être dans le groupe. Et mon niveau d'anglais était décent, quand celui de mes collègues l'était peut-être un petit peu moins. Du coup, j'étais souvent la personne de contact, quoi, tu vois, dès qu'il fallait un petit peu discuter, peu importe, quoi, du management, du catering, de la logistique, c'était toujours à moi qu'on s'adressait. Et forcément, tu crées des liens à force de causer avec les gens. Tu passes 1 mois, 2 mois dans un tourbus avec les mêmes gars. Des liens se créent, quoi, par la force des choses aussi. Et le courant était très très bien passé avec Gary Mesquid, qui est la tête pensante, je veux dire, le leader de Propane, quoi, le bassiste-chanteur. Et le jour où ils ont eu besoin d'un batteur, mon nom était dans son esprit, quoi. Tu vois, il a pensé à moi. Donc est-ce que j'ai forcé la chance? Non. Est-ce que maintenant, tu vois, j'ai pas évité le contact, j'ai été vers le gars, j'ai quand même essayé de créer une certaine relation sans vraiment avoir d'arrière-pensée. C'est juste que, tu sais, tu t'entoures des gens... je sais pas si c'est toujours par intérêt, mais l'humain est comme ça, quoi. Tu vas toujours être attiré par des gens qui te plaisent parce qu'ils sont dans tel ou tel environnement où ils peuvent t'amener ci ou ça, même si c'est suggéré ou subconscient, tu vois. Et là, c'est vraiment un peu ce qui s'est passé. Donc, je me suis retrouvé, grâce à Coma, grâce à Résistance, dans ces situations-là, où j'ai pu m'exposer devant des gens qui avaient du poids. Et au moment où ces gens-là ont besoin de quelqu'un et que tu fites le profil, forcément, il y a une chance peut-être qu'on t'appelle, quoi. Et puis, tu as du temps disponible et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Après, voilà. Pour moi, c'était un choix clair. J'ai assis mes parents autour d'une table. J'ai dit, bon, voilà, j'ai tel projet. C'est autant. Donc, j'ai dû chaque fois... Mes parents ont toujours été derrière moi, mais j'ai toujours dû un petit peu expliquer quand même le pourquoi du comment. Et je devais motiver mes décisions, en fait, simplement. Tant que j'étais sous leur toit, ça a été un petit peu la politique. C'était... OK, on veut bien t'aider, mais voilà, l'objectif, c'était quand même de réussir quelque part. Donc, il y avait constamment, tu vois, un plan dans ma tête qui se construisait pour voir, OK, comment est-ce que je peux rendre ça viable plein temps et voilà, petit à petit, j'y arrive que maintenant, à presque 35 ans, tu vois. Donc, il y a vraiment eu 20 ans de développement en carrière, en partant des plus petits concerts dans des MJ où on te rémunère avec un bac de bière et deux toasts, quoi, tu vois. Et à maintenant faire des scènes comme... que je rêvais de faire quand j'avais 15 ans, bien quoi, sûr, tu vois, Grass Pop, Summer Breeze, c'est vraiment, pour moi, c'est encore de le dire maintenant, ça me fait quelque chose, tu vois, et c'est pas parce que je les ai faits que j'ai pas envie de les refaire, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est vraiment, c'est ça mon drive constant, en fait, c'est juste tout le temps avoir faim de faire de la scène, de voir des gens, des nouvelles choses, et chaque concert est différent aussi, hein, donc... Et tu parles tu dis, c'est 20-25 ans, si maintenant, tout d'un coup, par magie, tu pourrais revenir 20-25 ans en arrière et donner un truc ou deux au Jonas de l'époque pour qu'il arrive à aller plus vite, ce serait quoi? Oh putain. J'ai le regret de ne pas avoir terminé mes études. Mais ça, c'est plus à mon avis aussi de par mon éducation. Mes parents étaient ma mère était enseignante aussi, donc du coup, c'était très important pour eux. Et tu sens que c'est un handicap maintenant Pas vraiment, mais c'est plus parce qu'ici, maintenant, je suis entrepreneur. J'entreprends des choses moi-même. Tu vois, je prends des risques et c'est ça qui m'excite pour le moment, tu vois. Mais c'est sûr que d'avoir cette possibilité d'un jour, avec un diplôme, bêtement aller me présenter dans une académie ou un conservatoire, passer un examen pour devenir un prof et avoir un salaire fixe. Enfin, tu vois, de me dire, si jamais il m'arrive quelque chose, que dans 5-10 ans, je peux me ranger dans une voie safe, quoi. C'est juste ça. Parce qu'ici, voilà, là, on l'a encore bien vu l'année dernière. C'est une situation qui peut vraiment très vite être précaire, quoi. Et donc...
si t'es pas organisé, si t'es pas, si t'as pas faim et t'as pas peur de mettre la main à la pâte, quoi, ça marchera pas. C'est un métier super difficile, je pense. Ok. Donc, et c'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai vu des mecs super talentueux, complètement se vautrer parce que voilà, il y a juste pas cette fibre. Le talent fait pas tout. Non, voilà, il y a une part de business quand même que moi, il m'a fallu énormément de temps à comprendre. Et encore maintenant, j'apprends tous les jours. Et puis ce business, comme on en parlait tout de suite, chaque business évolue tellement vite, change tout le temps. C'est constamment étudié, en fait. Tu vois, c'est étudier un petit peu ce qui se passe autour de toi, voir pourquoi ce groupe-là joue beaucoup et pourquoi moi pas. Enfin, analyser les choses. Pareil pour les sessions. Pourquoi est-ce que ce studio-là est booké H24 et que moi, c'est que H12, tu vois. Enfin, c'est des études de marché, comme toute compagnie fait. Tu vois, on est malgré tout dans le business de la thune, quoi. Tu vois, l'objectif, c'est quand même de faire de l'argent avec ce qu'on adore faire. Et c'est une chance de dingue de pouvoir le faire. Ouais. Mais pour y arriver, le chemin est vraiment difficile, je crois. Et en Belgique aussi, c'est peut-être pas l'environnement le plus stimulant pour ce secteur, quoi. Tu vois, je sais pas si c'est plus facile ailleurs, mais je pense que la Belgique est pas le pays le plus facile pour devenir artiste et pour en vivre, pas en survivre, en vivre, quoi. Ouais. En vivre bien, être propriétaire, enfin, tu vois, et avoir ton infrastructure et pouvoir faire les choses comme toi t'as envie, c'est un luxe de dingue en Belgique quand t'es musicien, quoi. D'office. Donc en être là où j'en suis déjà maintenant, j'en suis déjà super fier, très très content, et je suis un mec assez heureux, quoi. Ouais, mais c'est bien. Ouais, tant mieux. Hein. faut voir les choses comme ça. Je pense que c'est cet état d'esprit qui fait justement où tu en es, en fait. Oui, mais ça rejoint tout ce que tu as dit. Je crois aussi. Je crois que c'est une grosse part d'apprécier chaque minute quand les choses fonctionnent, et puis quand ça marche pas, comprendre pourquoi ça marche pas, et aussi essayer de trouver, même dans les trucs nuls, tu vois, il y a quand même un truc cool. Ce qui fait de toi quelqu'un de cool, et qui fait que quand les gens pensent à quelqu'un, ils ont envie de travailler avec toi. C'est aussi pour cette raison-là, en fait. Les diplomaties. Non, mais voilà, c'est ça aussi. Non, mais d'office. On n'a jamais, quand on fait des sessions qu'on appelle les musiciens, on se dit pas, tiens, je vais appeler le mec que je connais qui est le meilleur batteur, mais qui est le plus insupportable à travailler, quoi, tu vois. Bien sûr, évidemment, donc, il faut pouvoir jouer, mais il faut aussi être une personne, une belle personne, avec quelqu'un avec qui on a envie de bosser. Et dans le même état d'esprit de ce que je disais, maintenant, imaginons tu as un jeune qui donc un peu commencé sa carrière comme toi, on va dire entre 10 et 14 ans, il vient vers toi et dit j'ai vraiment envie de devenir toi plus tard, qu'est-ce que tu lui donnes à lui comme conseil pour maintenant, en 2021, devenir toi dans 20 ou 25 ans? Du travail, du travail. J'ai beaucoup travaillé quand j'étais jeune. Comme j'ai commencé très jeune, tu sais, il y en a qui jouent au Lego, qui jouent au foot dehors. Moi, c'était batterie, tu vois. Et c'est pas vraiment j'ai même pas choisi ça. C'est juste, c'était pas une torture. Non, c'était d'office, tu vois. J'ai une batterie là, je peux taper, je peux cogner. Qu'est-ce que je vais foutre dehors, tu vois. Je vais juste cogner, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé. Et alors, c'est important de s'entourer de gens qui te stimulent, quoi, aussi, qui te poussent un petit peu plus loin. Donc, toujours t'entourer de gens un petit peu plus compétents que toi. Comme ça que t'apprends le mieux. Des musiciens un peu plus aboutis qui peuvent t'enseigner des choses, quoi. C'est aussi bien de transmettre, mais c'est tout aussi important d'accepter l'information et d'accepter aussi des fois que ton ego en prenne un coup. Moi, un nombre incalculable de fois où... Bon, j'étais dans un environnement où tout le monde me disait que je jouais bien, blablabla, et puis tu sais, c'est typique, les premières grosses expériences professionnelles, tu te prends des grosses chaffes, quoi, quand c'est comme ça. Et donc, j'en ai pris beaucoup, des chaffes, quoi. Des moments où tu retombes un peu sur terre. Et où peut-être là qu'on apprend le plus, parfois. Voilà, c'est ça, tu vois. Si tu arrives à te relever, parfois. Ouais, non, mais d'office, il y a plus d'une fois où j'ai hésité. Est-ce que je continue ? Est-ce que je fais autre chose ? Parce que, comme je dis, c'est pas une vie simple. Et il y a eu beaucoup, et je me remets encore constamment en question. Donc, je crois que le quête, quand il commence, il faut qu'il soit convaincu de ce qu'il veut faire. Si c'est vraiment ce qu'il veut, écoute, il n'y a pas le choix, il faut mettre le temps dedans. Parce que il y a une partie innée, il y a une partie don, peu importe, une facilité à comprendre peut-être les rythmiques ou la musique, tu vois. Il y a des gens peut-être plus éveillés, mais ces gens-là travaillent malgré tout. Moi, pour avoir fait 2 conservatoires, je peux te dire, tous les mecs avec qui j'ai étudié, c'était des bourreaux de travail, quoi. Même si c'était pas forcément même si c'était pas des études à succès ou quoi, c'est des mecs qui allaient mettre, je sais pas moi, 60 heures dans leur instrument par semaine. Tu vois, si c'est possible, tu vois, vraiment, ils passaient du temps de dingue là-dessus. Ou
sur l'harmonie ou sur le piano, ou enfin tu vois, j'ai vraiment vu des mecs déjà, mais avec un talent de ouf et un contrôle de leur technique de dingue, malgré tout encore passer 8 heures par jour sur leur instrument, tu vois. On n'arrête jamais. Il y a juste pas de secret, quoi, tu vois. Et alors écouter, forger ton oreille aux choses. C'est hyper important de savoir ce qui sort, de savoir ce qui se fait, comment les choses sonnent, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui était à la mode, qu'est-ce qui ne l'était pas, tu vois. Enfin, tout remettre dans son contexte, parce que l'histoire a une grosse importance, surtout si tu veux référencer ta musique, quoi. Donc quand tu composes quelque chose, il y a des petits coups, des temps forts, des temps faibles dans certaines musiques qui vont faire que ça, c'est le style de machin, tu vois, tel ou tel artiste. Tu veux sonner comme un tel, bah, alors il faut faire ça, tu vois. Donc il y a quand même des codes et des trucs à étudier. Petite bibliothèque. Et je pense que voilà, écoutez, tu vois. Que moi j'écoute de tout constamment. Je suis batteur de métal, oui. Je me considère même batteur de métal plus que le reste. Mais j'écoute beaucoup plus de jazz, de hip-hop et de. Allez, quand je parle d'hip-hop, c'est peut-être les hip-hop US des années 90, début 2000. Et R&B, la R&B moderne, genre Snarky Puppy, quoi. Je vois plus ces trucs-là comme ça. Et ça me stimule à fond et me permet d'être un meilleur batteur de métal aussi, à nuancer beaucoup plus. Même faire un blast beat avec du groove, croyez-moi, c'est possible. Donc, enfin, tout peut être beau, quoi, tu vois. C'est juste qu'il faut travailler le son et être curieux, écouter, enfin, voilà, avoir faim, quoi. Bien sûr. Avoir faim. Et jamais être rassasié, surtout. Continuer. Sinon, c'est qu'il faut passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Il y a toujours à apprendre. Ouais. Et voilà, métal, peut-être que je suis à une chouette place, mais bon, voilà, il y a rock, il y a pop, il y a jazz, il y a classique, il y a fusion, Oberbayern. Il y a world music. Aussi. Ouais, donc voilà. Bah voilà, j'espère que cette interview vous a plu autant qu'elle nous a plu à nous à la faire. Jonas est vraiment, vraiment cool et je trouve qu'il a vraiment la bonne approche. C'est exactement dans ce que nous, on essaye de vous apprendre aussi. À être généreux, être honnête, la musique d'abord et le ressenti d'abord. Tout le reste, ce n'est que des outils, ce n'est que des façons de faire. Il n'y a pas de règles. Et voilà. Merci beaucoup pour le temps passé avec nous et avec Jonas. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait sur son Instagram, bim, sur YouTube, bim, son Facebook, boom, et aller regarder le studio Blackout si vous êtes surtout en Belgique ou pas très loin, que vous voulez faire une grosse production métal. C'est l'endroit pour aller, à part le Noise Factory général évidemment. Voilà, merci beaucoup. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Faites de la musique.